des choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas d'expliquer, parce que je n'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'émets une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte année après année qu'un très grand nombre de gens vivaient des expériences extraordinaires. Des sujets sensibles qualifiés un peu vite de phénomènes surnaturels. Ces sujets sont rarement traités avec sérieux à la télévision, c'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête. Une enquête dédiée aujourd'hui au sixième sens chez les animaux. Mon voyage commence sur la côte est des États-Unis avec Oscar, un chat très particulier. On ne compte plus les témoignages en provenance du monde entier évoquant des comportements stupéfiants chez les animaux. Mais au-delà des capacités parfois incroyables dont font preuve nombre d'espèces, les animaux sont-ils doués d'un sixième sens? Sont-ils capables de télépathie, de voir à distance ou même de savoir ce qui va se produire dans l'avenir? C'est ce que laissent supposer bien des récits. Mais qu'en pensent les chercheurs? Combien sont-ils à travailler sur ces phénomènes incroyables? Les animaux possèdent-ils réellement un sixième sens? Dans cet hospice qui accueille des personnes en fin de vie, tout le monde en est convaincu. 6 chats vivent ici en permanence. Dans le service des malades d'Alzheimer, un des chats, Oscar, semble savoir quel patient sera le prochain à mourir. Cette histoire a fait le tour du monde. Je veux rencontrer le personnel soignant, le chef de service et en avoir le cœur net. Cathy est infirmière dans ce service depuis des années. Elle a vu arriver Oscar. Vous pouvez m'expliquer ce que fait Oscar? Il n'y a que lui qui fasse ça. Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, il entre et il reste avec la personne. Lorsque le processus de fin de vie débute, il va entrer, sauter sur le lit, renifler et se frotter contre la personne. Si ce n'est pas encore le moment, il va repartir et parfois attendre derrière la porte. Lorsqu'il sent que c'est le moment, il revient et il se couche sur le lit. Alors vous le connaissez depuis le début? Ah oui, depuis qu'il est tout petit. Quand est-ce qu'il a commencé à faire ce qu'il fait? Depuis qu'il est là, en 2005. Oscar accompagnerait donc les mourants depuis 2005. Le docteur Dosa dirige ce service. Que pense-t-il de cette histoire? Oui, nous avons entendu parler de votre chat qui semble faire des choses étranges. Comment vous en êtes-vous rendu compte? Oscar est un chat comme un autre. Il n'aime pas particulièrement passer du temps avec les patients. Il aime bien quelques membres du personnel, mais dans l'ensemble, il est assez solitaire. Au bout de 6 mois après son arrivée, il a commencé à faire ce qui semblait un peu étrange. Il entrait dans une chambre et il s'allongeait sur le lit d'un patient. En tant que médecin, vous n'avez pas pensé à une coïncidence? Après 2, et puis 4, et puis 8, et puis 16 décès sur une certaine période, nous nous sommes tous rendus compte qu'Oscar faisait quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il travaille et qu'il veille sur quelqu'un qui est en fin de vie, il ne part pas. Après le décès de quelqu'un, il est généralement épuisé. Il dort pendant 1 ou 2 jours, sauf si quelqu'un d'autre est en train de mourir au même moment. Un chat pas très sociable, qui pourtant, lorsqu'un patient va mourir, s'installe dans sa chambre. Depuis son arrivée dans cette maison de retraite, il a accompagné ainsi plus de 50 personnes dans leurs derniers instants. Mais comment ce chat peut-il savoir qui va mourir
quand même le personnel soignant l'ignore. Quand le chat entre dans une chambre, ça ne peut pas être vu comme un mauvais présage aussi? Il y a eu 1 ou 2 familles qui nous ont demandé de tenir Oscar éloigné. Lorsque cela arrive, nous devons le faire partir du service, car il est contrarié s'il ne peut pas entrer dans une chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire par contrarié? Il gratte à la porte, ou parfois il entre dans la chambre voisine et gratte au mur. À certains moments, il veut vraiment être présent. C'est pour cela que si une famille ne veut pas qu'il soit là, il faut que nous le sortions d'ici. C'est vraiment étonnant. Oscar insiste même, refuse de quitter la chambre de la personne en train de mourir, au point de gratter sur les murs si on ne le laisse pas entrer. Pourquoi a-t-il ce comportement? Aucun autre chat de l'unité ne fait ça. Et si c'était une coïncidence? J'aimerais vraiment savoir à quel moment vous avez cessé de penser que c'était une coïncidence et qu'il se passait autre chose. Cela s'est passé il y a quelques années, au moment où 2 patients situés aux extrémités opposées du service étaient sur le point de mourir. Je pense que c'est cet événement qui m'a convaincu. Nous pensions tous qu'un patient qui se trouvait à une extrémité du service allait mourir en premier, mais Oscar n'était pas dans les parages. Une des aides-soignantes l'a cherché et l'a trouvé allongé à côté d'un autre patient à l'autre bout du service. À ce moment-là, nous nous sommes dit que Oscar avait perdu son don. Il était allongé à côté d'un patient qui semblait aller bien. En fait, ce patient est mort plus tard dans la soirée. L'autre patient, celui que nous pensions voir mourir très vite, est resté en vie et n'est décédé que plusieurs jours plus tard. 4 heures avant le décès de ce dernier, Oscar était là. Cet épisode nous a tous convaincus que ce chat en sait plus que nous sur le moment où vont mourir nos patients. Ce chat en sait peut-être plus que nous sur le moment où les patients vont mourir. C'est le médecin-chef qui me dit ça. Oscar savait que telle personne allait mourir alors qu'infirmières et médecins pensaient le contraire. Et c'est le chat qui avait raison. Oscar est-il unique? Existe-t-il des cas similaires en France? D'autres récits évoquent ces animaux qui parcourent de longues distances pour retrouver leur maître. Est-ce une légende? À mon retour en France, je décide d'aller interroger un vétérinaire qui s'est penché sur cette question du 6e sens chez les animaux, le docteur Dewailly. Il m'accueille dans sa clinique, située en banlieue parisienne. C'est ici que vous avez vu plein d'histoires de 6e sens d'animaux, alors? C'est ici, à travers ici. Je ne les ai pas toujours connus à l'intérieur de la clinique elle-même, mais allant chez les gens et en voyant beaucoup de clients de l'époque. Vous avez déjà eu des histoires de chiens, par exemple, qui retrouvent leur chemin? Ma chienne. J'ai confié ma chienne, bergère allemande, à des amis qui habitaient à 17 km de chez moi. Eh bien, un jour, nous revenions, nous étions dans le train avec ma femme, dans le train qui mène d'Agen à Paris. Le jour de notre retour, ma chienne disparaît, fugue de chez eux. C'était une grande propriété. Et mon amie Marie-Thérèse a l'idée, elle s'est dit, on ne sait jamais, je vais faire des courses quand même, puis je vais passer devant chez eux. Si je leur annonce que leur chienne elle passe devant chez nous, la chienne haletante était devant la maison. Donc 17 km, 2 routes nationales à traverser. Elle était allée juste en voiture plusieurs fois. C'est tout. Mais là, on peut se dire qu'elle a une mémoire du parcours éventuellement. Alors, les mémoires de parcours sont fabuleux, mais vous avez connu Philippe Ragnaud avait un chat qui a fait Bandol rue Saint-Jacques. Il était à Bandol et en vacances, le chat a disparu et il l'a retrouvé à rue Saint-Jacques où il habitait. Et ça, là, s'est retrouvé un habitat qu'il connaissait. Mais enfin, c'est quand même étonnant de faire 800 ou 900 km de cette façon. Voilà. Alors donc, est-ce que vous avez des explications ? Un vétérinaire me confirme que ces histoires sont possibles, que des animaux domestiques sont capables de parcourir parfois de longues distances
pour retrouver leur maître. Je découvre des dizaines de témoignages de personnes ayant retrouvé leur chat, leur chien, après un voyage impossible. Mais comment un animal peut-il retrouver son chemin sans savoir où se trouve son maître? C'est impossible, et pourtant cela se produit chaque semaine. C'est arrivé à Jean-Claude Moulin et à son chien Tyson. Comme tous les jours, Jean-Claude laisse Tyson chez lui. Mais un matin, un événement va bouleverser son quotidien et Tyson aura une attitude très étrange. Ça va, et vous-même? Très très bien. On va rentrer, hein, je vous en prie. Merci. Alors c'est là que vous habitez depuis l'accident? Ben oui, depuis l'accident, j'habite ici, voilà. Je vous invite à vous asseoir. Merci, merci. Alors vous pouvez me raconter ce qui vous est arrivé alors avec votre chien? Ah ben, j'étais invité à manger un midi. Mon fils m'a appelé, comme quoi il avait acheté de quoi faire une raclette, qu'on aille manger chez sa tante la raclette. Pourquoi pas? Et d'un coup, je vois arriver mon chien. Qu'est-ce qu'il fait là, tata? Et je suis sorti, et puis bon, il dit, tu t'es sauvé. Puis je lui ai mis un coup de pied au cul, puis j'ai pris tout de suite, et je l'ai remis dans le coffre de la voiture, et je l'ai ramené à la maison. Comment est-ce qu'il savait que vous étiez là? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas dit en partant, rien, je lui dis jamais où je vais. Et en arrivant auprès de chez moi, d'un coup, j'ai été arrêté, comme quoi que j'avais pas le droit d'aller plus loin. Ben, un camion était rentré dans ma maison. On peut aller la voir, votre maison? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Elle est sur le bord de la route, on a le droit d'aller la voir. Moi, je vous suis. Et voilà. Ah, donc c'est là que vous habitiez? Et oui. Bon, il n'a pas raté son coup, le camion. Oh non. Ah oui. Et votre chien, il était où ici? Il était dans la niche, là, juste à côté. Ah oui, il était juste au premier rang. Il n'ose pas regarder. Il ne veut pas regarder. Ah, c'est rigolo ça. En fait, dès qu'il y a eu l'accident, il est parti tout de suite. Il est parti tout de suite, il a eu peur. Il a fait quelle distance pour vous retrouver? Il y a 4 km un peu près. Pour moi, il est venu me prévenir. Et c'est la question que tout le monde se pose, comment il savait où j'étais. Je peux pas l'expliquer. Il n'y a que lui qui pourrait vous l'expliquer s'il pouvait parler. Là, franchement, même tout le monde se pose la question, hein, dans la famille, tout ça, tout le monde. Ouais, c'est plus un 6e sens qu'il a, c'est un 10e. C'est vrai. Hein. Comment Tyson savait-il où se trouvait son maître? Est-ce une coïncidence s'il est allé directement au bon endroit? C'est difficile à dire, surtout que Jean-Claude est chauffeur-livreur. Il aurait pu être n'importe où. Je décide de me tourner vers un spécialiste du comportement animal, le naturaliste Marc Giraud. Retrouver son maître est-il une capacité normale que posséderaient les animaux domestiques? Que connaît-on des sens extraordinaires des animaux? Est-ce que parmi tous les sens extraordinaires des animaux, il y en a qui sont connus aujourd'hui? Ah bah oui, notamment chez les poissons qui vivent dans un autre monde. Ils ont par exemple ce qu'on appelle la ligne latérale. C'est une série de petits nerfs, des petits poils qu'il y a sous les écailles, qui leur donnent une sorte de toucher à distance. Ils sentent les mouvements des autres poissons à travers l'eau. Et on voit tout avec un monde humain qui est, nous, on est très visuel. Et en fait, les animaux ont bien plus de 6 sens. Les mouches goûtent avec les pieds, les sauterelles entendent avec les pattes, les chauves-souris scannent leur environnement littéralement, elles voient avec les oreilles. Les dauphins font une sorte de scan, pareil, de leur environnement. Ils peuvent voir l'intérieur de leur proie, ce qu'elles ont mangé, leur proie. Un dauphin peut voir si une femme est enceinte, par exemple, bien avant que la femme soit au courant. Enfin bon, les animaux vivent dans un autre monde, de toute façon. Est-ce qu'au-delà de ces sens qui sont extraordinaires par nature, est-ce qu'il y a des choses qui restent vraiment inexplicables aujourd'hui? Oui, heureusement. C'est ça qui est passionnant dans la science, dans la connaissance, c'est qu'il y aura toujours une étape. Plus on en connaît, moins on en connaît. C'est le philosophe Pascal qui disait c'est comme un ballon gonflé dans l'inconnu. Plus on se gonfle de connaissances, plus il y a de contact avec l'inconnu. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose. Donc de toute façon, on n'expliquera jamais tout. Et comment vous expliqueriez le fait qu'un chien sache retrouver où est son maître en traversant la France entière, qu'un chat sache par exemple quand les gens vont mourir? Eh bien, je ne sais pas, c'est ça qui est bien. Comment moi je peux dire, me mettre à la place du chat, il n'y a pas d'études là-dessus, donc on constate. Ce qui est réjouissant quand même, c'est qu'il y a des scientifiques qui constatent ça. Alors je dois les rencontrer. Le plus éminent des chercheurs à s'être penché sur ces phénomènes inexpliqués chez les animaux est un scientifique anglais. Il s'agit de Rupert Sheldrake, docteur en biologie et également biochimiste à l'université de Cambridge. Depuis plusieurs décennies, Rupert Sheldrake a collecté des milliers de témoignages
sur des comportements inexpliqués de toutes sortes d'animaux. Son approche est novatrice, ses conclusions surprenantes. Les travaux de ce chercheur sont essentiels pour comprendre le sixième sens chez les animaux. Est-ce que vous pourriez me donner les caractéristiques de ces comportements qui ne sont pas naturels, mais qui ne proviennent pas des sens connus? Je dirais que ces phénomènes sont normaux. Normaux dans le sens où la plupart des animaux les manifestent. Ces phénomènes sont paranormaux ou surprenants seulement si l'on se place d'un point de vue scientifiquement limité sur ce qui est possible. Le problème est avec la science, pas avec les animaux. J'ai environ 5000 exemples d'histoires basées sur des expériences directes de personnes dans plusieurs catégories. Dans certains cas, les personnes sont convaincues que les animaux captent leurs pensées ou leurs intentions. Par exemple, des personnes qui ont un chat disent souvent que l'animal sait quand il prévoit de l'amener chez le vétérinaire, car il disparaît. Même si la personne n'a pas donné d'indice à ce sujet, le chat semble toujours deviner à l'avance. Ceux qui possèdent un chien disent que leur chien sait quand ils ont décidé d'aller se promener, même si ce n'est pas un moment habituel, même si la personne est encore assise et qu'elle y a simplement pensé. À ce moment-là, le chien arrive en courant. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre qui suggèrent de la télépathie. Je pense que les animaux sauvages communiquent entre eux par télépathie et ont la prémonition des catastrophes naturelles. La raison est que cela est nécessaire à leur survie. Cela a été favorisé au cours de l'évolution, car ils en avaient besoin. Quand des animaux comme les loups se séparent, pendant que les plus âgés partent chasser sur un périmètre d'une centaine de kilomètres, ils restent en contact télépathique au cas où l'un d'entre eux aurait besoin d'aide. Sans télépathie, il n'y a pas de communication possible. La télépathie, un sens normal chez les animaux? Pour Rupert Sheldrake, l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher ne peuvent pas expliquer ces nombreux cas où les animaux semblent savoir où se trouve leur maître, ou connaître ce qui va se produire. Les recherches que mène Rupert Sheldrake montrent qu'il s'agit souvent de télépathie ou de clairvoyance, cette capacité à voir à distance, c'est-à-dire un sixième sens. Installée près d'Avignon, Marie-Noëlle Baroni, qui élève et dresse des animaux pour le cinéma, a pu constater par exemple qu'un de ses chevaux semblait lire dans ses pensées. J'avais un élevage de chevaux de Mérins en Ardèche il y a quelques années et les chevaux étaient parqués dans un immense enclos d'une centaine d'hectares. Il y avait donc un étalon, ses juments et puis un hongre qui était un petit peu à l'écart mais qui était super sociable et qui venait systématiquement lorsqu'on arrivait tous les jours pour les visiter. Il était le premier à venir et il restait là autour. Et puis un jour on a décidé de le vendre. Et donc les acheteurs sont venus et ce jour-là, pas de cheval. Et puis on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé, donc les personnes sont reparties, on a continué à chercher, on ne l'a toujours pas trouvé. Et le lendemain, lorsqu'on est revenu, le cheval était là, comme si de rien n'était. Il s'est passé quelques temps, le cheval a repris ses habitudes à être là le premier à notre arrivée. Et donc on a rappelé les futurs propriétaires qui sont revenus. Et à nouveau, rebelote, le cheval n'était pas là. Bon là, on s'est dit, il y a quand même quelque chose. C'est arrivé, je ne sais plus si c'était 2 fois ou 3 fois de suite. Enfin, on s'est toujours demandé s'il n'avait pas pensé un petit peu comme nous et puis qu'il s'était caché. Parce qu'il a l'air de devancer nos pensées. Pourquoi ce cheval se cache-t-il précisément au moment où sa maîtresse veut le montrer à des acheteurs? Hasard? Coïncidence? Mais si c'est une coïncidence, il faudrait accepter que des milliers de coïncidences se produisent chez des milliers de propriétaires d'animaux. Et ça fait beaucoup. Peut-on concevoir que le cheval de Marie-Noëlle savait ce qu'elle avait en tête? Les animaux sont-ils capables de deviner nos pensées, nos intentions? Qu'en pense le naturaliste Marc Giraud? Vous, en tant que naturaliste, vous avez déjà observé des comportements qui laisseraient induire une forme de communication télépathique? Mais oui, alors télépathique, je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, comme la plupart des propriétaires depuis des milliers d'années, et les éthologues feraient bien d'écouter les propriétaires, les éleveurs, etc., parce qu'eux, ils savent, ils voient ces choses-là. J'ai eu un chien qui savait toujours quand on arrivait, et je n'ai jamais compris comment. Mon cheval, quand je suis en vacances ou en voyage pendant longtemps, il paraît qu'il vient à la clôture de son pré la veille. Donc voilà, j'observe moi aussi, mais comme des milliers de gens. Et comment vous l'expliquez ça? Alors, oui, télépathie, c'est le mot qui vient à l'esprit. Je ne sais pas, C'est sûr que j'ai quelque chose
je pense quelque chose et lui le reçoit. Donc il y a un émetteur et un récepteur, ça c'est sûr. On constate, mais on ne l'explique pas. C'est comme cela que la science fonctionne. Observer ce que l'on n'explique pas et proposer des hypothèses. Mais dans le cas présent, nous ne sommes pas devant des comportements inexplicables, mais face à des aptitudes propres à chaque espèce. Or, savoir ce qui va se produire dans l'avenir ne dépend pas d'un bon flair. Une ouïe très développée ne sert à rien pour retrouver son maître. Ce sixième sens des animaux défie la raison. Par exemple, des centaines de témoins rapportent que les chiens savent à l'avance quand leur maître va rentrer. Le chercheur Rupert Sheldrake a voulu tester scientifiquement cette hypothèse lors d'une expérience. Beaucoup de chiens et chats font ça. Certains réagissent quelques minutes avant que leur maître arrive. Cela pourrait être une réaction à des sons provoqués par l'arrivée, comme par exemple le bruit d'une portière de voiture. Par contre, d'autres anticipent le moment 10, 15, voire 30 minutes avant, et cela ne peut pas être une simple réaction au bruit. Donc, lors de nos expériences, nous avons demandé aux personnes de s'éloigner d'au moins 8 km de chez eux et de rentrer à un moment aléatoire. Dans cette expérience, Rupert Sheldrake éloigne la propriétaire du chien de la maison. Ici, le chien s'appelle Jetty, sa maîtresse Pam est la jeune femme qui porte des lunettes. Elle est emmenée dans une promenade dont elle ignore la durée. L'objectif est de constater quelle sera l'attitude du chien tout au long de l'expérience. Il est donc filmé. Pendant que sa maîtresse se promène, Jetty ne manifeste aucune réaction particulière. Puis on propose à Pam de rentrer. Regardez bien en bas de l'image, l'heure tourne. Lorsque Pam décide de rentrer chez elle, son chien Jetty, à plusieurs kilomètres de là, réagit instantanément, se lève et s'approche de la porte d'entrée, semblant attendre sa maîtresse. Pam monte dans une voiture qui n'est pas la sienne. Elle prend le chemin de chez elle. Pendant le trajet du retour, Jetty reste à l'attendre devant la porte. Cette expérience indique très clairement que Jetty sait que sa maîtresse revient au moment même où elle décide de rentrer, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est impossible, et pourtant nous venons de le constater. Ce que nous montre cette expérience, c'est que le chien réagit dès que son maître a l'intention de rentrer chez lui. Le chien reçoit cette information avant même que son maître ne soit dans le taxi. Il réagit à l'intention de son maître, et non au bruit du taxi, ni à l'odeur, ni à la routine de la situation, ni à la réaction de quelqu'un d'autre dans la maison, car parfois il n'y a personne dans la maison. Cela montre vraiment que les chiens réagissent aux pensées et aux intentions des personnes. Cette expérience a été renouvelée par Rupert Sheldrake de nombreuses fois et à des heures différentes. Pour le biologiste anglais, il ne fait plus aucun doute que nos animaux de compagnie, comme de nombreuses autres espèces sauvages, sont dotés de ce sixième sens. Ils peuvent communiquer à distance, percevoir nos intentions et nos désirs. Pourquoi ne sommes-nous pas plus attentifs à ces phénomènes ? Marie-Noëlle Baroni a vécu une autre expérience de ce type avec une femelle lynx qu'elle avait adoptée. Cette fois, en plus de deviner les intentions de sa maîtresse, cette femelle lynx a modifié son comportement pour que Marie-Noëlle change d'avis. Donc ça, c'est deux lynx que j'ai élevés au biberon tout petit. Ils avaient quelques jours. J'ai une relation très fusionnelle avec le mâle, donc avec Youk. Et avec la femelle, à un moment donné, il y a eu une coupure et elle a perdu confiance en l'homme. Et donc j'ai pris la décision de la placer. J'ai trouvé un endroit extraordinaire en montagne avec des gens, vraiment avec un contact avec les animaux très très bien. Je suis allée voir. Et lorsque je suis revenue, j'avais donc pris la décision de m'en séparer. Et lorsque je suis revenue, elle a changé totalement de comportement. Elle est devenue extrêmement câline, elle venait chercher le contact tout le temps. Et elle m'a montré qu'en fait, elle avait envie de rester là, elle avait envie de rester ici avec moi, avec lui. Et donc évidemment, elle m'a fait changer d'avis. Cette femelle lynx a deviné que sa maîtresse allait la séparer de son mâle, alors subitement elle est redevenue câline, au point de faire changer d'avis Marie-Noëlle. Quelle forme stupéfiante d'intelligence! Les animaux lisent-ils en nous avec une telle aisance? Il semble bien que oui. Mais savent-ils ce qui va se produire? Lors du tsunami qui ravagea l'Asie en décembre 2004, des animaux, comme les éléphants par exemple, se sont éloignés du rivage alors que rien n'annonçait la catastrophe à venir. Nigel Coy, plongeur sous-marin, a été témoin de ce phénomène d'anticipation chez les animaux.
Pendant les 2 premiers jours, nous avons cherché nos amis dans les hôtels, les temples ou les hôpitaux. Nous avons vu beaucoup de victimes humaines, mais étrangement, aucun animal n'était visible. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'éléphants à Kaolack, beaucoup de chiens errants et beaucoup de chats aussi. Mais on n'a vu aucun animal, aucun chat, aucun chien nulle part, mort ou vivant. Avant les tremblements de terre également, des témoignages indiquent que des animaux pressentent le danger. Alors, ces animaux ont-ils simplement la capacité de détecter des signes physiques avant-coureurs de catastrophes naturelles, ou s'agit-il là aussi d'un 6e sens ? Personne n'est capable de dire comment les animaux ont su que le tsunami allait arriver. On ne sait pas s'ils pressentent l'arrivée d'un tremblement de terre et d'un tsunami grâce à des causes physiques, comme des vibrations ou des changements électriques dans l'air, ou encore des fuites de gaz provenant de la Terre. On ne sait pas. Je pense qu'il pourrait y avoir plus que ces causes physiques normales, car il y a beaucoup d'autres exemples d'animaux qui préviennent lors de catastrophes sans qu'il y ait eu de changement physique. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de raids aériens allemands ici à Londres. Le système d'alerte officiel, c'était les sirènes. Mais beaucoup de personnes qui avaient des chiens ou des chats étaient prévenues avant d'entendre les sirènes. Les animaux savaient quand il arrivait quelque chose, et les personnes suivaient leurs animaux dans les caves afin de se protéger pendant les raids. D'une certaine façon, les animaux le savaient, et cela n'avait rien à voir avec des vibrations dans le sol ou le bruit des avions allemands, car les alertes sonnaient lorsque les avions étaient à 300 ou 400 km, et le bruit des avions ne pouvait pas être porté par le vent, car il soufflait dans la mauvaise direction. Il existe beaucoup d'autres exemples où les animaux donnent l'alerte sans qu'il semble possible de donner une explication scientifique conventionnelle. Des chiens qui pressentent les bombardements sur Londres alors que les bombardiers allemands sont encore à des centaines de kilomètres. Des animaux qui savent ce qui va se produire. C'est le cas d'Isis, la chienne de Marie-Christine Klein. J'ai eu la chance d'avoir une chienne bosseron qui s'appelait Isis, qui a été un chien formidable toute sa vie et qui est resté avec moi toute la journée au magasin et qui m'a évité bien des mésaventures et entre autres une en particulier, un mois de décembre vers 5-6 heures quand il fait nuit, elle s'est précipitée vers la porte alors qu'elle était toujours à se mettre dans un petit coin quand quelqu'un s'approchait de la vitrine. Là, il y avait un monsieur de fort belle allure qui avait l'air de pouvoir acheter le magasin, qui avait la main sur la poignée. J'ai appelé Isis, elle s'est mise à gronder. Le monsieur était figé derrière la porte et moi figée derrière mon bureau. Et quand je lui ai dit de venir à plusieurs reprises, elle m'a regardé d'un air de dire « Ne t'occupe pas, c'est pas ton problème ». Il est parti, j'étais un petit peu embêtée, je ne savais pas quoi penser. Et 1 heure après, alors que ma chienne continuait à faire le guet, j'ai eu une collègue qui m'a téléphoné pour me dire que ce monsieur, il fallait s'en méfier, il venait d'attaquer un magasin un peu plus loin. Donc elle m'a évité sans doute le pire ce jour-là. Sous nos yeux, des chiens, des chats, des dizaines d'espèces différentes captent nos pensées, devinent ce que nous allons faire ou ce qui va se produire. Les témoignages se succèdent et la science reste sans réponse. Lors de concours de pigeons voyageurs, les oiseaux sont transportés dans le sud de l'Espagne et doivent revenir le plus rapidement possible jusqu'à leur volière, dans le nord de la France, en Belgique ou encore en Allemagne. La plupart du temps, leur voyage est de plus d'1 millier de kilomètres. Comment retrouvent-ils leur chemin ? Aucune idée. Les scientifiques ne parviennent pas à l'expliquer. De nombreuses hypothèses sont proposées par les chercheurs, mais aucune ne fait l'unanimité. On évoque la position du soleil, l'odorat, la mémoire, le champ magnétique. La réalité est que la façon dont les pigeons reviennent chez eux reste totalement incompréhensible. René Burgrave est éleveur depuis son enfance. Des histoires extraordinaires, il en connaît. J'ai un collègue, André, qui a, lui, donné des pigeons à un gars qui habite à Toulouse. Ces pigeons avaient volé un tout petit peu autour de chez lui, ils étaient jeunes, et il les a donc envoyés par la Cernam là-bas à Toulouse. 1 année après,
Le gars de Toulouse lui téléphone, catastrophé, ma volière s'est ouverte, les 4 pigeons sont partis. Et André dit, bon, tu peux faire ton deuil, mon garçon, les pigeons, ils n'ont jamais été au concours, ils ne vont jamais revenir. Stupéfaction, 2 jours après, André voit un pigeon sur la volière. Et 2 jours après, le deuxième pigeon est rentré, ce qui veut dire que sur les 4, 2 pigeons étaient rentrés. Ils étaient revenus ici, entre Dunkerque et Saint-Omer, sans jamais avoir été au concours. Allez, on y va. Allez, hop, on y va. Voilà, ils prennent l'orientation là. Ils prennent les vents. Ils partent tous du même sens. On parle de magnétisme. On parle de soleil. On parle d'orientation. Bon, le soleil, il y a des pigeons qui volent la nuit. On voit de plus en plus de pigeons arriver la nuit à 2-3 heures du matin aux Pays-Bas ou ailleurs, dans des grands concours internationaux. Alors, donc là, il n'y a plus question de soleil. Maintenant, quand on parle d'odeur, bon, ben, il faut être vraiment malin pour savoir que là-bas, c'est à 1000 km que sentir l'odeur du Nord ou sentir l'odeur de l'Allemagne ou l'odeur de la Hollande, il faut être fort aussi pour trouver ça. Ça reste à démontrer, quoi. Et puis maintenant, bon, ben, les problèmes d'environnement, dire que le pigeon reconnaît son environnement, reconnaît les arbres, reconnaît les monuments, oh, ça me laisse un peu rêveur aussi. On va maintenant dire que c'est le magnétisme. Quand un pigeon est lâché à Barcelone, qu'on ne lui a pas fait voir la route, rien du tout, comment peut-il savoir qu'il doit venir à Dunkerque ou à Lille ou à Douai ou à Cambrai? On ne sait pas, et pourtant il revient bien au Colombier où il est. Alors ça aussi, bon, il ne suffit pas d'avoir une boussole pour savoir, bon, le nord c'est là-bas, oui c'est vrai, mais où? Et à quelle distance? C'est ça le problème. Tous ces animaux sont si proches de nous. On les regarde sans vraiment leur prêter attention, comme si leur comportement allait de soi, alors qu'ils révèlent des capacités inexplicables, à l'image de ces pigeons qui parviennent à s'orienter sur des milliers de kilomètres. Mais comment l'expliquer? Je pense que les pigeons ont une connexion avec leur maison que j'appelle le champ morphique. Quand un pigeon est lié à sa maison et que vous l'éloignez, ce champ s'étire comme un élastique invisible. Quand le pigeon est lâché et qu'il vole librement, il ressent une force qui le tire vers son habitat. Je pense que ça n'a rien à voir avec les sens connus et qu'autre chose entre en jeu dans le phénomène du pigeon voyageur. C'est pourquoi, au cours de ces derniers siècles, les tentatives d'explication par les sens connus ont échoué. L'hypothèse de Rupert Sheldrake est que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme si tous les êtres vivants sur Terre formaient un seul et même organisme, à l'image de ces milliers d'étourneaux qui volent ensemble, comme s'ils formaient un corps unique. Un lien relie le pigeon à son pigeonnier, des liens nous relient tous. Nous ne les voyons pas parce qu'ils échappent à nos sens, mais les animaux, eux, les percevraient. Des animaux capables d'anticiper ce qui va se passer, de lire en nous comme dans un livre ouvert, c'est étrange. Mais il existerait un phénomène encore plus étonnant, une communication avec les plantes. Depuis la nuit des temps, les chamans de la forêt amazonienne disent qu'ils obtiennent leur savoir de la part de plantes. Des plantes qui communiquent avec les humains. C'est difficile à concevoir, il faut que j'en ai le cœur net. Destination Iquitos, capitale de l'Amazonie péruvienne. Je vais retrouver Jeremy Narby, un anthropologue canadien diplômé de l'université de Stanford. Depuis 20 ans, ce chercheur étudie le rapport mystérieux qu'entretiennent les chamans avec la nature. Les chamans possèdent une grande connaissance du monde dans lequel ils vivent, la forêt. Mais le plus surprenant est qu'ils disent obtenir ces connaissances en communiquant directement avec les animaux et les plantes. Au départ, Jeremy Narby n'a pas pris ces affirmations très au sérieux, pensant qu'il devait s'agir d'une sorte de langage symbolique. Mais rapidement, de surprenantes constatations vont l'amener à changer d'avis.
Ce qu'il y a au centre de la démarche chamanique est un désir de communiquer avec le reste de la nature. Alors, à force de vérifier les affirmations des chamans dans les domaines, disons, de médecine corporelle, j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il y avait aussi quelque chose là qui avait échappé au regard occidental, et peut-être qu'il est possible de communiquer avec un arbre ou avec un oiseau, non pas en français et dans la conscience froide et rationnelle, mais dans des états modifiés de conscience à travers les visions. Parler avec un oiseau, avec un arbre, là ça va loin. Je veux comprendre comment cet anthropologue respecté en est arrivé à envisager que ce soit possible. Après tout, il y a encore peu de temps, j'étais loin d'imaginer que les animaux étaient dotés d'un sixième sens. Savoir si l'on peut communiquer avec les plantes, cela impose de pénétrer dans la forêt, à la rencontre des chamans. Seule voie d'accès, le fleuve Amazone, des heures de pirogue. Il y a plusieurs recettes de combinaisons de plantes qui semblent vraiment impossibles à trouver par hasard. Le curare, par exemple. Le curare est un poison que les chasseurs amazoniens utilisent depuis des milliers d'années. Et la science a découvert que ce poison fonctionne comme paralysant musculaire. L'a découvert dans les années 1940. Et grâce au curare, la chirurgie moderne existe. Le curare est une combinaison de plusieurs plantes qui doivent être cuites ensemble pendant plusieurs jours. Et au cours de cette cuisson, la mixture émet des vapeurs mortelles. Donc si on est juste là à combiner des plantes au hasard et à renifler pendant 1 heure ou 2, on meurt. Et après 1 heure ou 2, de toute façon, il ne se passe rien. Alors comment est-ce qu'on aurait pu mettre au point ce paralysant musculaire, sachant qu'il y a plus de 80 000 espèces de plantes supérieures ici en Amazonie. Donc une combinaison de 2 plantes, c'est une chance sur 6 milliards 4. Mais lorsqu'on voit la sophistication et le nombre de recettes sophistiquées qui existent, de s'accrocher à cette idée que c'est nécessairement le hasard qui est à l'origine de ce savoir, et contredisant par ailleurs ce que ces gens-là affirment. Ils ne disent pas « on s'est assis pendant des milliers d'années à combiner des plantes au hasard et c'est comme ça qu'on a trouvé ». Ils disent « nous avons été délibérément dans le monde des visions et nous avons communiqué avec des entités intelligentes qui nous ont donné ces différentes recettes ». Des recettes complexes, comme celle du curare, qui ne peuvent être trouvées par hasard, seraient données aux chamans par les plantes elles-mêmes. Mais dans quel univers est-ce que je m'aventure ? Dans cette communauté peuplée d'Indiens Cocamas, comme dans des milliers d'autres à travers tout le bassin amazonien, des hommes et des femmes conservent intact un lien vivant avec les animaux et les plantes. Don Alfonso, qui me sert de guide depuis notre départ d'Iquitos, me parle de ce rapport à la nature. Il y a des personnes ici qui communiquent avec la nature ? La grande majorité des personnes de cette communauté, les Cocamas, dont le sang des anciens coule dans leurs veines, ont une relation particulière avec la nature. Pour les Cocamas, la nature comprend tout ce qui existe dans la jungle. Les animaux, les plantes, les oiseaux et l'ensemble des esprits. Pour les Cocamas, le territoire ne représente pas seulement la terre, c'est sa vie, c'est sa mère.
Un territoire où tout serait lié, comme au sein d'une grande famille. Ces hommes vivent au cœur de la nature. Leur survie dépend de cette relation d'échange qu'ils ont développée avec les animaux et les plantes. Certains aspects de cette relation sont étranges. Ils disent communiquer avec les plantes, les arbres. Que dois-je en penser? Tous les animaux, les oiseaux, les plantes, tous autant qu'ils sont, même les herbes, sont vivants comme nous. On le sait depuis toujours. Tous les arbres possèdent un esprit et ils nous connaissent. Quand on passe près d'eux, ils savent ce que nous pensons et ce que nous ressentons. C'est ce que nous enseignent les arbres. Jorge Gomez est un chaman Kokama, lui aussi dit parler avec les plantes. Je le suis dans cette forêt dont il semble connaître la moindre parcelle. Une forêt qui rappelle que les hommes, les animaux et les végétaux peuvent vivre en harmonie. Un lieu où la biodiversité s'épanouit dans une forme de respect des espèces. Ici, les hommes considèrent les plantes, et les arbres en particulier, comme des maîtres capables de leur enseigner des choses. Je veux te parler de cet arbre qui est un grand maître. Il m'enseigne et me donne du pouvoir et de la force. Cet arbre s'appelle Yacupanana. Il m'enseigne comment préparer des remèdes. Et lorsque des patients viennent me voir, c'est lui qui me dit pourquoi ils sont venus et de quoi ils souffrent. Comment cet arbre t'enseigne des choses? Je fais une diète en buvant son écorce pour qu'il me donne la sagesse et qu'il m'indique le remède. Et c'est difficile? La diète est difficile, mais pas impossible. Ce chaman m'explique que certains arbres communiquent avec lui à travers les rêves. À des milliers de kilomètres de là, en France, on dit de ceux qui sont en harmonie avec les plantes, de ceux qui comprennent intuitivement comment elles poussent, qu'ils ont la main verte. Dans les croyances populaires, on dit même que parler aux plantes est la meilleure manière de les faire pousser. Comme si les végétaux étaient attentifs à nos gestes et à notre attention portée sur eux. Et si cela signifiait une seule et même chose, que la nature, les animaux, les hommes ont quelque chose en commun qui les rend sensibles les uns aux autres. Les plantes sont des êtres vivants, comme nous. La différence est qu'elles ne parlent pas. C'est l'esprit de la plante qui communique avec nous. C'est cela qui permet la communication. Toutes les plantes ont une mère qui les protège et qui prend soin d'elles. Elles fleurissent tant que la mère ne meurt pas. Quand la mère les quitte, alors elles se dessèchent. Cela arrive quand on ne prend pas soin de la plante. Cette idée d'un monde où les espèces interagissent entre elles, communiquent entre elles, est difficile à concevoir pour nous, Européens. Mais c'est la réalité des chamans. Quelle est la description du monde que les chamans utilisent, auquel ils adhèrent? Alors, pour eux, c'est juste clair que l'ensemble du monde est vivant, qu'il n'y a pas de barrière entre nous-mêmes et les autres espèces. C'est un grand tout, et que malgré que nos apparences nous trompent, que nos yeux nous trompent, ils nous montrent des différences en surface, mais sous la surface, on est tous de la même famille et faits de la même substance et des mêmes essences. Je retrouve cette idée du biologiste anglais Rupert Sheldrake, qui dit que nous sommes tous faits de la même essence, plantes, animaux et êtres humains. Je veux comprendre comment les chamans communiquent avec la nature. Pour cela, je m'adresse à un homme réputé, le chaman Guillermo Arevalo, de l'ethnie Shipibo. Guillermo est installé dans la forêt, près d'Iquitos. Il forme les Occidentaux et les Indiens au chamanisme avec un objectif, partager ses connaissances. Lui aussi affirme apprendre directement des plantes.
La première fois que j'ai eu une communication avec la nature, c'est grâce à une plante en particulier. Cette plante m'a permis d'entrer en contact avec toutes les autres, toutes celles qui composent la nature. C'est ainsi que j'ai compris la biodiversité et que j'ai appris comment respecter une rivière, une plante, un être humain. Nous sommes tous des êtres vivants constitués d'une partie matérielle, psychologique et spirituelle. C'est grâce aux plantes et aux esprits que je communique avec la nature. La nature m'a beaucoup appris. Les plantes qui n'enseignent pas, comme la goyave, n'ont pas d'âme. Elles soignent, mais n'enseignent pas. Au contraire, les plantes maîtresses comme celle-ci permettent de guérir et d'enseigner. L'ayahuasca, par exemple, mais aussi les autres plantes psychoactives, sont des outils qui permettent de transcender la barrière qui nous sépare normalement des autres espèces au niveau de la communication. Et donc l'ayahuasca est une sorte de téléphone qui permet de communiquer avec l'ensemble des autres êtres de la nature. Quelle que soit sa spiritualité, on peut tous communiquer avec les plantes. L'important, pour pouvoir créer un contact avec les plantes, c'est d'être purifié, nettoyé de l'intérieur. Sinon, la plante n'entend pas, elle ne fait pas attention. Par exemple, un esprit peut souhaiter communiquer durant une cérémonie, en te parlant directement. Mais cette communication peut se faire également de manière intuitive. La rencontre avec cet esprit se passe d'une façon normale. Dans la jungle, on communique avec elle comme si on le faisait avec une personne. J'ai toujours considéré que les esprits des plantes étaient au même niveau que ceux des êtres humains, des hommes ou des femmes. Les chamans comme Guillermo maîtrisent ce monde des visions dans lequel ils disent communiquer avec les esprits de la nature. Troublés par l'efficacité de leur médecine et par la sophistication de leur savoir, j'en viens comme Jérémy Narby à douter moi aussi. Et si c'était vrai? Et si l'on pouvait communiquer avec les animaux et les plantes? Premier bilan, aux États-Unis, en France et en Angleterre, des éleveurs, des scientifiques et de simples observateurs constatent qu'une forme de télépathie pourrait expliquer le comportement étrange des animaux, ce que l'on appellerait un sixième sens. Au Pérou, les chamans disent parler avec les plantes, une communication avec des plantes pour fabriquer des potions impossibles à réaliser par hasard. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Il existerait en Europe des personnes capables de dialoguer avec les animaux. À Bruxelles, en Belgique, je vais rencontrer une femme très spéciale. Elle s'appelle Anna Evans, elle est vétérinaire et dit communiquer avec les animaux. Nous avons convenu de nous retrouver chez un autre vétérinaire, le docteur Yvan Beck, pour nous prêter à une expérience. En accord avec le docteur Beck, je vais mettre Anna en présence de plusieurs animaux dont elle ignore tout. Elle doit essayer d'obtenir des informations en communiquant avec ces animaux. Les propriétaires seront juges. Madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente Anna Evans, qui est vétérinaire, mais qui est également communicatrice intuitive avec les animaux. Et on voulait tenter, avec la collaboration du docteur ici, de faire
une petite discussion entre votre animal et Anna. Est-ce que vous êtes d'accord de vous prêter à l'expérience? Je suis d'accord, mais je crois que mon chien est très très vieux. Hein. Oui. Alors n'en dites pas plus, il faut surtout rien dire du tout. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on lui demande alors? Il a l'air d'avoir une longue vie, ce chien. Est-ce qu'il peut nous raconter des choses marquantes de sa vie? Est-ce qu'il se souvient de choses? Alors, la première information que j'ai, c'est un voyage en voiture qui a duré assez longtemps. C'est un voyage de plusieurs heures, je dirais peut-être même d'une journée entière. Donc ça, je pense que c'est peut-être assez important pour le signaler. Alors, il y a autre chose là qui me... C'est comme s'il y avait un recueillement ou quelque chose d'un petit peu triste. J'espère, madame, que je n'entre pas dans quelque chose de personnel, mais j'ai l'impression qu'il a perdu son maître, votre chien. C'est quelque chose qui est vraiment... qui a marqué un tournant pour lui. Il a toujours vécu avec sa maîtresse? Comment il a changé de lieu de vie? S'il a changé de lieu de vie, oui. La réponse que j'ai, c'est qu'il est descendu d'une voiture, donc il a été conduit en voiture. Et il est arrivé donc chez sa maîtresse actuelle. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui seraient importants dans cette question. Est-ce qu'il a été abandonné? Alors l'information que j'ai maintenant, c'est en auditif. C'est de toute façon, en traduisant en mots humains, de toute façon j'en avais assez des enfants. Ça n'est pas quelque chose que j'obtiens de l'animal, donc je vais poser une hypothèse. Il est possible, par exemple, que cette famille avait un lien avec sa propriétaire actuelle et que, par exemple, il aurait été donné ou confié pour des vacances et puis ensuite gardé. Hein. Ça peut être quelque chose de ce style. Donc il ne l'a pas vécu comme un abandon au sens où nous, humainement, émotionnellement, on pourrait le vivre. Est-ce qu'il peut nous dire quelles sont ses journées? Qu'est-ce qui se passe dans ses journées? Qu'est-ce qu'il fait dans une journée type? Oui. Et quelles sont les choses qu'il aime bien dans sa journée? Ce qu'il m'explique, c'est que dans la journée, il passe quand même beaucoup de temps à dormir et il a un endroit qu'il aime bien. Il dort toujours dans ce même endroit. Il y a quelque chose d'assez moelleux dessous. Et ça, il est très très bien dans cet endroit. J'ai l'impression qu'il y a un regard sur une pièce qui pourrait être une véranda ou peut-être une loggia, enfin quelque chose d'assez plein de vitres, d'assez lumineux. C'est un endroit qui pourrait être considéré comme dans le passage, mais quand il y est, quand il se repose, on n'y passe pas. Hein. Il est très respecté dans sa tranquillité. Et il y a combien de personnes dans la maison où il habite? Alors, je pense qu'il est probablement seul avec sa maîtresse. En tout cas, je n'ai pas d'informations qu'il y ait d'autres personnes qui résident ici en permanence. Mais là, vous lui posez la question là, en ce moment, ou c'est une sorte de... C'est-à-dire que maintenant, comme il m'a montré la véranda ou la loggia, quelque chose comme ça, je regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, puisque ce n'était pas la question. Voilà. Madame, est-ce que ça vous parle alors? Tout à fait. Je trouve madame ou mademoiselle extraordinaire parce qu'en fait, il a presque 16 ans. Je l'ai eu ce long bec quand il avait 7 ans, au vu de ses dents. Il était abandonné en Espagne. Il est monté dans la voiture d'un copain de mon fils et il n'a plus voulu en descendre. Et comme ce copain travaillait et habitait en appartement, il n'estimait pas pouvoir garder un chien. Donc on me l'a donné. Et quand je suis revenue en Belgique, 4 mois après, Beck a regardé l'intérieur de son oreille et il avait un tatouage qu'on n'avait pas vu en Espagne. Il avait un tatouage belge, ce qui a fait dire à Beck qu'il était belge. Donc en fait, ce voyage dont vous parlez, il l'a fait. Il a fait 2000 km pour arriver chez moi en Espagne. Je l'ai pris et il est très attaché à moi. Effectivement, je suis toute seule. Mon mari a disparu il y a 5 ans. Et alors, vous parlez d'une pièce. En fait, c'est une petite salle à manger où il a son essuie-éponge en dessous de la télévision.
Et effectivement, il a le jardin ouvert en permanence et il va dans le jardin quand il veut. Et ce ne sont que des fenêtres, effectivement. Donc vous voyez très juste. C'est complètement fou. Mais qui d'autre que le chien aurait pu parler à Anna de ce long voyage en voiture, de cette véranda, du jardin? La propriétaire et moi sommes extrêmement troublés. Parler aux animaux. Comment une telle idée est-elle arrivée dans la tête de la vétérinaire Anna Evans? Et puis surtout, comment ça marche? Alors, comment est-ce que vous avez, en étant vétérinaire, eu l'envie d'essayer de communiquer avec des animaux? Je dirais que c'est le hasard. On m'a offert un livre qui parlait de l'expérience d'une personne vis-à-vis de la communication avec les animaux. J'ai été intriguée, j'ai été étonnée et j'ai décidé d'essayer. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je dirais qu'une personne ordinaire doit d'abord se dire « et si c'était possible ?» À partir du moment où elle s'est défini un objectif, elle va pouvoir essayer en formulant une question ou en choisissant un message vers son animal et le dire à voix haute ou à voix basse, mais le dire d'une façon très claire, le répéter. Et cette personne ordinaire doit faire confiance au fait que dans notre cerveau, il y a la possibilité d'émettre une pensée avec une phrase et parfois des concepts abstraits comme le bonheur ou la faim. Et donc ces pensées abstraites vont être traduites automatiquement en perception. C'est un mécanisme que nous connaissons maintenant dans le cerveau, l'équivalence entre la pensée-concept et la forme-pensée. Ce sont deux niveaux qui sont liés dans notre mécanisme. Cette personne ordinaire doit se dire, voilà, puisque je pense quelque chose, j'émets une énergie particulière. Et cette énergie est le résultat de ce que j'ai pensé. J'ai un objectif, je le dis à voix haute, je fais confiance qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Et ensuite observer. Donc là, pour observer, il faut se détacher un petit peu de ce qu'on veut recevoir comme résultat. Et se dire, bon, tout ce qui viendra sera bien. Donc, prendre l'information qui vient, quelle qu'elle soit, sans la juger, et la faire vérifier ou la vérifier de notre mieux. Et ainsi, par la répétition des expériences, eh bien, on acquiert de la confiance en soi. Et on acquiert aussi du discernement, parce qu'on peut se tromper. Les animaux détectent nos intentions, on le sait désormais. Il suffirait d'un peu de concentration pour réussir à leur transmettre quelque chose. La réponse de l'animal se manifesterait ensuite comme une sorte de pensée, surgit de nulle part dans notre esprit et qu'il faudrait distinguer de nos autres réflexions. La propriétaire du chien suivant ne veut pas être filmée. Le docteur Beck place le panier sur la table de soins. Une nouvelle fois, Anna ne sait rien de l'animal. Alors on peut y aller. Alors est-ce qu'il est d'accord de communiquer, cet animal? Alors là, donc, je lui explique que je parle chien, c'est un terme impropre, puisqu'il ne s'agit pas de parole entre nous. La parole, elle est destinée à l'être humain qui écoute. Et je lui demande si elle serait d'accord d'avoir un petit échange, donc un petit échange d'informations entre nous. Pourquoi elle pense qu'elle est venue ici, aujourd'hui? Tu sais pourquoi tu es là? Alors, elle ne savait pas qu'elle venait là. Elle s'est fait un peu avoir, quoi. Elle a l'impression qu'elle a été prise par surprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'information que j'ai, c'est qu'elle a l'impression que sa maîtresse s'inquiète d'une petite boule qu'elle a sous le ventre. Donc, en fait, elle-même n'est pas particulièrement en souffrance, j'ai l'impression, mais elle a l'impression qu'elle est ici parce que sa maîtresse est inquiète de quelque chose. Ça, vous en pensez quoi, vous, que la chienne ait constaté que sa maîtresse était inquiète et le dise à Anna? Je pense qu'il y a une communication qui se fait à différents niveaux. Je pense que au niveau cérébral, on est équipé avec des canaux, comme un poste radio. Et je pense que Anna, elle a certains canaux qui sont ouverts alors que d'autres personnes ne l'ont pas systématiquement et que ça lui permet de percevoir certaines choses, quoi. Elle dit que ce qui inquiète sa maîtresse, c'est une petite boule sur le ventre. Vous l'avez vu, ça? Vu, non, puisque je ne l'ai pas encore regardé. Mais on peut
On peut vérifier comme ça, oui, on peut bien se mettre là. Ça, c'est ça. Donc là, elle a 8 petites boules sur le ventre qui sont les mamelles. Mais on peut la retourner. Hein. On va te retourner, ma grande. N'aie pas peur, ne panique pas. Tout doucement, doucement. Montre-nous ton beau petit ventre. Alors, ah ben voilà, ici, hein, on a une petite plaie de léchage. C'est pas vraiment une masse, mais c'est vrai que c'est une induration. Hein, alors, vous l'avez pas vu, ça, en arrivant? Vous l'avez pas vu? Non, non, non. Puisque Ah ben non, c'est maintenant, je la retourne. Elle était dans son panier. Hein. Non, mais c'est assez impressionnant que la petite chienne vous l'ait dit. Moi, je pense qu'elle s'est fait palper par sa maîtresse et que elle s'est rendue compte, cette petite bichette, que sa maîtresse s'intéressait beaucoup à cet endroit de son corps. Quoi. Je pense que c'est plus l'intérêt de sa maîtresse que la gêne qu'elle a elle-même qui a fait, qui l'a fait penser qu'elle venait pour ça. Maintenant, peut-être que c'est pas le cas, effectivement, hein, qu'elle vient pour un contrôle de pathologie chronique. Non, non, il est tout à fait possible qu'elle vienne pour cette raison-là, je pense. Que... Oui, c'est pour cette raison-là qu'elle vient. La propriétaire confirme que c'est pour cette petite boule sur le ventre de sa chienne qu'elle est venue au cabinet. À aucun moment elle ne l'a dit, ni à moi, ni au docteur Beck, et encore moins à Anna. Et plus surprenant encore, cette chienne ressent l'inquiétude de sa maîtresse à son égard. Et elle donne cette information à Anna. Intrigué par ces personnes qui disent communiquer avec des animaux, je décide de mener une nouvelle expérience. Car Anna Evans n'est pas la seule à le faire. Leila Del Monte habite une partie de l'année aux États-Unis et elle n'a jamais mis les pieds dans ce centre équestre de la banlieue parisienne. Ici, pas d'animal de compagnie avec un seul maître, mais des chevaux qui sont montés quotidiennement par des personnes très différentes. Grégory, bonjour. Bonjour. Merci Enchanté, de nous accueillir. Je présente Leila. Enchanté. Merci d'être venu. Merci à vous de vous prêter à l'expérience. On va sortir pirate. Je demande à Grégory Chantaro, moniteur au centre équestre, de sortir des chevaux au hasard. Sur le premier, il fournit uniquement à Leila le nom de l'animal, son âge et depuis combien d'années il se trouve au centre. Donc il a 6 ans, il est là depuis 3 bonnes années à présent au club hippique. Donc ça vous suffit pour ouvrir une communication? Oui, je pense, oui. Oui. Parce qu'il est monté aussi par vous. Ah, oui, par moi-même. Oui, ouais. d'accord. Okay. Allez-y, on laisse faire. Ok. Après être restée silencieuse contre le cheval, Leila s'assied et écrit ce qu'elle reçoit de l'animal. Moi, personnellement, il me semble déprimé. Et je le trouve très léthargique et un peu abattu. Et ma question principale, c'est est-ce qu'il y a eu quelque chose comme la pyroplasmose, ça? Non, il n'a pas été regardé pour la pyro. Le veto, il a fait les analyses et il nous a dit qu'il avait un simple rhume. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, D'accord. à part le simple rhume. Le vétérinaire vient cet après-midi? Oui, il passe vers Ce 16h. serait bien une prise de sang quand même. Moi, je le trouve abattu et je le trouve pas bien, pas présent. Et pas là. Oui. Voilà, ça, c'est la première sensation. Là, quand on le voit au premier abord, il y a quand même une sensation d'un cheval stable, pas énervé, flippé, mais qu'il y a des moments où peut-être il ne veut pas faire, comme s'il s'arrêtait tout d'un coup et qu'il ne répond pas à ce qu'on lui demande. C'est comme si tout d'un coup il a un blank, comment on dit blank? Un blanc. Boing, ça s'arrête, c'est comme un disjoncte mental. Il n'y a plus moyen de le faire bouger, il ne veut pas, c'est un refus total. Enfin moi, c'est ce que j'ai... Ouais. C'est tout à fait ça. On peut être installé dans un certain travail et il nous dit stop d'un seul coup, sans raison particulière. Sans raison particulière. Oui. Et après, ça revient. Oui. Et c'est très étrange, ça. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Vous voyez ce cheval 30 secondes, est-ce que ça se voit, ça? Ah non, absolument pas.
Non, ça il faut le monter, il faut le connaître tous les jours pour pouvoir... on peut faire monter quelqu'un dessus et ça peut très très bien se passer pendant toute l'heure. C'est répétitif, mais c'est régulier, mais des fois c'est une semaine très bien et parfois c'est 3 jours d'affilée où ça va pas. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous recevez de la part de cheval? Comment est-ce que vous pouvez arriver à donner ces informations qui sont assez surprenantes? Ça passe par des images. Qu'est-ce que le cheval vous dit et comment il vous le dit en fait? Oui. Alors, quand je me suis approchée de lui, j'ai tout de suite eu la sensation de la tristesse et la fatigue. Ça, je l'ai senti à l'intérieur de moi. Que je me suis sentie épuisée tout d'un coup, comme après un grand voyage ou quelque chose comme ça. Et après, je suis dans une méditation et je reçois un truc méli-mélo. J'ai des images, des phrases, des sensations. Et donc après, dans tout ce méli-mélo, il faut que j'essaye de trouver... il faut que ça soit cohérent. Et si quelque chose n'est pas cohérent, donc je retourne, j'approfondis, je rentre à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai vu Pirate s'arrêter abruptement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprenais pas. Donc je suis retournée à la scène, comme si j'étais présente avec lui. Et je le vois s'arrêter, donc je vois l'action physique et après j'essaye de rentrer dans son mental pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans son mental. Et de trouver une cause, ou dans son émotionnel. Et s'il n'y a pas une cause mentale ou une cause émotionnelle ou une cause externe, donc là je me pose des questions, je cherche. C'est comme on est Sherlock Holmes en fait. Parce que là, si on va vraiment au fond de ce que vous percevez quelque chose à l'intérieur de vous, et c'est pas les yeux, c'est pas la pensée, c'est pas le souvenir, oui, c'est quelque chose qui vient, mais dont vous n'êtes jamais sûr que c'est totalement juste. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. On sait même pas exactement d'où ça vient. On sait même pas. Et puis après, on peut toujours se poser des questions. On peut dire, les questions classiques, c'est est-ce que c'est mon imagination, d'où ça vient, est-ce que c'est fantaisie. Alors évidemment, la chose principale à faire, c'est pas projeter mes émotions sur l'animal. Donc moi, je fais un travail avec une technique pour être vide. Comment vous savez maintenant alors que c'est pas de l'imagination quand vous recevez quelque chose? Parce que j'ai cette sûreté à l'intérieur, je le sens. Je le sens, je l'ai vu, je suis sûre à l'intérieur. Mais après, par rapport à la personne à qui je vais parler, je suis plus sûre là. Mais je suis obligée de mettre mon doute de côté. Donc c'est les validations extérieures, le fait qu'un propriétaire ou un éleveur puisse confirmer oui. Voilà, qui disent ah bah oui, il y a ci, il y a ça. Donc après on se dit bah c'est bon, la communication était juste. Et à partir de là, on peut vraiment aider l'animal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit bien concret, justement pour qu'on puisse aider, pour que les ostéopathes, les entraîneurs, les vétérinaires, pour que toute la communication puisse aller à eux et qu'on puisse améliorer le sort des animaux, quoi, grâce à ça. C'est ça que je voudrais. On peut aller voir un autre cheval? Oui, bien sûr. Oui. Allons-y. On va On vous suit, oui. En fait, ce que je fais, c'est que je projette mon esprit vers l'animal. Et en projetant mon esprit vers lui, je ressens comment il se ressent. Donc des fois, j'ai des mots, des images, des sensations. Et c'est leur façon à eux de communiquer. Et d'autres fois, je me mets à la place de l'animal et je deviens comme si j'étais moi l'animal. Et c'est comme ça que je peux sentir, par exemple, pour un cheval, la position du cavalier sur moi. Je peux le voir comme si j'étais lui. Donc il y a deux façons. Il y a une façon qui serait peut-être plus la télépathie et l'autre qui serait un peu l'empathie. Voici Opium, une ponette de 7 ans. Vous avez commencé à communiquer? Là oui, c'est-à-dire que je connecte mon esprit avec le sien. Oui. La première partie, avant la partie de la nervosité et tout ça, c'est qu'elle est complètement hypersensible et qu'elle n'a pas été bien prise, ce qui fait que maintenant elle est en permanence en edge, ça veut dire fleur de peau, ou, fébrile, c'est le mot que tu avais dit. Oui. Fébrile, nervosité, très imprévisible. Irrégulière, complètement irrégulière dans le travail. Oui. Ça peut aller ok, et puis tout d'un coup, ça peut s'exploser. Et le problème avec elle, c'est qu'on ne peut pas vraiment déterminer le degré de la panique. C'est que ça peut quand même aller assez loin. Et si elle panique trop, là, ça pourrait causer un accident. C'est des jeunes qui la montent. Il y a un jeune garçon. Principalement, oui. Oui, il y a un jeune garçon. Et il tire énormément, il tire beaucoup sur l'arène à droite, oui. Ce qui fait que maintenant il y a un problème au niveau de la mâchoire. Et il y a un problème, c'est un peu déséquilibré. Et le fait qu'il tire beaucoup à droite, c'est non seulement c'est en train d'affecter la mâchoire, mais c'est en train de causer des tensions dans la cervicale. Elle a des problèmes au niveau des cervicales. Je ne sais pas si elle est vue par un ostéopathe. Elle n'a pas dû être vue là, elle. Ça serait bien ça lui ferait du bien un ostéopathe. Oui. Et est-ce que tu as remarqué un peu de déséquilibre au niveau du côté gauche et du côté droit? Oui, elle est un petit peu plus compliquée, effectivement, oui, à gauche. Oui, parce que tout ce que je vois, c'est du côté gauche.
Et ces problèmes physiques, vous les... Les problèmes physiques, on les connaît, on s'en rend compte lorsqu'on la travaille, en fait, et effectivement. On sait qu'elle a un peu plus de mal à tourner à gauche, qu'elle est plus compliquée à gauche, qu'elle est plus compliquée même à manipuler quand on est à gauche d'elle. Il n'y a pas eu un changement au niveau d'un autre cheval à côté d'elle? Si. Okay. Si, elle a changé 3 fois là, de boxe. Oui, elle est hyper perturbée à cause de ça. Oui. Et elle est très anxieuse parce qu'il y avait un autre cheval, j'ai l'impression qu'il est plus grand, je ne suis pas complètement sûre, Oui, mais qui donnait une sensation de... Oui, plus grand? Oui, il était beaucoup plus grand. Là, Okay. Elle se retrouve avec une pas autre un jument. cheval baie par hasard? C'est pas de couleur baie? Si, elle était oui, baie. ok. Oui. Qui donnait une sensation de sécurité et de confiance. Oui. Et ce cheval, il n'est plus là et ça l'a mis dans un état d'anxiété, mais elle a plus ses repères. D'accord. Et c'était le seul repère qu'elle avait. Il n'y avait que ça pour elle. Oui, ce cheval-là est parti, effectivement. Il est parti. Comment vous avez ressenti qu'elle avait à côté d'elle un cheval bai qui avait été vendu il y a 1 mois et demi? Mais je sais pas, je l'ai vu. D'abord, j'ai senti beaucoup d'anxiété. Et je l'ai eu à la fin, ça. Je ne l'ai pas eu au début de la communication. Parce qu'il y a des étapes. Alors la première communication, la première partie, c'est un peu la personnalité, comment elle est, le côté fébrile comme ça, le côté énervé, imprévisible. Ce qui m'est venu dès le début, c'est la partie imprévisible. Et c'est à la fin, j'avais déjà regardé le physique et tout, et là j'ai senti l'anxiété. En voyant le cheval comme ça 2 minutes, est-ce qu'on peut dire les éléments que nous a donné Leïla, comme ça en déduisant de Ah non, absolument pas. l'observation? Non, absolument pas. Le fait d'avoir changé de boxe, ça ne peut pas se voir. Le fait qu'elle ait du mal à tourner à gauche, ça ne se voit pas physiquement, quand elle est à l'arrêt. Ça peut se voir à la limite sur un travail ou un cercle, on voit qu'il manque de l'incurvation et qu'elle penche un peu plus à gauche. Et puis l'ensemble des éléments, qu'elle est imprévisible, qu'elle peut péter en l'air à n'importe quel moment, c'est la jument. Est-ce que là, parmi tous les chevaux qui sont présents, il y en a un qui vous appelle, qui vous demanderait de résoudre quelque chose, qui aurait un truc à dire? Il y a un blanc qui apparaît. Je ne suis pas sûre lequel c'est, mais il y en a un blanc qui est plus blanc qu'autre et qui a une sensation d'angoisse, qu'il y a quelque chose à résoudre, il y a un problème. Donc ça, c'est Onyx. Onyx. Qui a pris 7 ans cette année. Quel âge? 7 ans. 7 ans. Alors vous avez senti qu'il vous appelait, qu'il vous demandait de... Oui, c'est comme si on me tire par la chemise un peu. C'est la même sensation. On se sent tiré. Et donc, je me sens tirée, et puis je vois que c'est un blanc, donc je lui dis, il y a un blanc. Alors, le problème principal, c'est avec une des personnes. Il y a une des personnes qui le monte. Et en fait, cette personne, elle défait un peu le travail des 2 autres. Au niveau de sa personnalité, si je peux me permettre, et si ça se trouve, je me trompe complètement, je peux me tromper, hein. Oui. Il est un peu speed et un peu macho de boca, on dit en espagnol. Ça veut dire il a beaucoup besoin de prouver. Oui. Et il a une personnalité qui est assez pas très agréable. Et pour lui, monter à cheval, c'est prouver sa valeur. Et donc, en fait, quand il monte à cheval, c'est pas qu'il prend du plaisir à monter à cheval et que c'est bien d'être à cheval, ça devient une compétition avec le cheval. C'est comme un duel. Mais là, je suis quand même surpris du nombre de détails précis que vous donnez sur le cavalier. Oui. Ah oui, on peut aller encore plus loin si on voulait. Et là, c'est le cheval qui vous transmet ça? Ah oui, parce que je le vois sur le cheval. Et donc, la partie du cavalier, moi, je me mets à la place de Onyx, comme si j'étais lui, et je ressens le cavalier sur moi, comme si c'était moi. Donc, je peux sentir tout. Je peux sentir l'énervement, la frustration, la façon qu'il tient les rênes. Je le sens parce que c'est comme si c'était moi. Oui, c'est vrai. Ça représente tout à fait la personne. Ouais. Enfin, je suis désolée. Je suis désolée. Onyx, il nous dit beaucoup de choses. Et de façon générale, à travers tous les chevaux avec lesquels on a pu s'entretenir d'une certaine manière, grâce à Leïla, vous pensez quoi de cette journée? C'était très très intéressant parce qu'elle m'a appris, elle m'a prouvé qu'elle pouvait communiquer vraiment avec l'animal, parce que tout ce qu'elle m'a dit, ça représente à peu près 80% du cheval que je vis au quotidien en fait. Tout ce que Leïla vous a dit en découvrant un cheval pendant 5 minutes? Oui, pendant 5-10 minutes, elle a ciblé les problèmes qui sont des problèmes, pas forcément des problèmes, et c'est très très bluffant.
Très bluffant. Ah oui, oui, je trouve ça admiratif. Les animaux, ils comprennent tout. Et nous, notre erreur en tant qu'humains, c'est qu'on pense qu'ils comprennent rien. Ce qui fait qu'on parle devant eux. Non seulement on parle devant eux de vente, d'abattoirs, de choses comme ça, devant eux, mais il n'y a même pas besoin de parler devant eux. Il suffit qu'on le pense et que c'est à l'intérieur de nous, ils le savent. Et justement, moi, ce qui me fascine dans la communication animale, et c'est pour ça que je le fais, c'est parce que c'est les émotions, les choses les plus profondes qu'on pense qu'elles sont enfouies à l'intérieur de nous, eux, ils les comprennent et ils les ressentent. Et c'est pour ça qu'ils savent à l'avance. Si on va parler de vente, on va même penser à la vente, ils vont savoir. Mais la preuve, il y a plein de gens, et ils peuvent très bien dire qu'un chien, il sait tout à fait quand est-ce qu'on va partir en voyage. Et il le sait à l'avance, même si on n'en a pas parlé, parce qu'il a capté nos pensées et nos émotions. Les animaux captent nos pensées, pressentent ce que nous allons faire et pourraient même communiquer avec nous. Mais Leila et Anna sont-elles dotées de capacités particulières? S'agit-il d'un don? Ça semble être le cas. Pourtant, elles affirment que nous en sommes tous capables. Communiquer avec les animaux s'apprendrait. Et il y a même des stages pour ça. Je fais route à nouveau vers la Belgique où Martha William anime un stage pour une dizaine de participants. D'après mon expérience, tout le monde, et vous inclus, peuvent faire ce travail de façon innée. Nous avons ça dès la naissance, mais en grandissant, nous l'avons refoulé à cause de notre culture. La culture nous pousse à refouler notre intuition. Dans ce haras, une dizaine de personnes suivent la formation de Martha William, qui teste ses élèves. Regardez comme elles sont belles. Voici Secret. Vous pouvez essayer de poser à cette jument une question dont la propriétaire connaît la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Quel problème a-t-elle? Quels sont ses symptômes? Comment se sent-elle? De quoi se plaint-elle? De quoi a-t-elle besoin? Soyez ouverts à toutes les formes d'intuition. Notez ce qui vous vient à son sujet. Notez la première chose qui vous vient à l'esprit. Ne pensez pas. Écrivez. Qui veut commencer en lisant ce qu'il a noté pour que nous puissions faire des commentaires? Sensible. Oui, sensible. Elle ne veut pas être forcée à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. Notez bien ce point. Je sens un problème avec le système reproductif, l'utérus. C'est étrange de dire ça pour un homme. Il y a une bactérie ou un virus qui doit être éliminé pour purifier le sang. Quelqu'un d'autre? Bon, dites-nous maintenant ce que vous savez au sujet de cette jument. Elle a perdu un bébé il y a environ 2 ans. Sa santé s'est dégradée depuis l'année dernière. Et suite à un examen de sang, une anémie a été diagnostiquée. Vous aviez raison, elle avait un problème avec son système de reproduction. Lorsque je rentre en contact avec le cheval, je ressens son énergie dans tout mon corps. Là, j'ai senti du froid en bas de mon ventre. Vous semblez être très impliqué émotionnellement. Oui, oui. Cette connexion avec les animaux est nouvelle pour moi et parfois je peux sentir leur douleur, leur tristesse. C'est incroyable de sentir une telle tristesse, une solitude ou un abus. Vous le sentez? Oui, très facilement. Par exemple, je pouvais sentir la tristesse du cheval qui a perdu son bébé. Ça m'a presque fait pleurer. J'ai vraiment ressenti sa tristesse. Après quelques week-ends de formation, la plupart des participants obtiennent des résultats étonnants. Ils se découvrent, très surpris eux-mêmes,
des capacités qu'ils ignoraient posséder. Mais comment faut-il faire? Afin de bien faire ce travail, il faut mettre en veille toutes nos fonctions critiques. Même si notre cerveau nous dit que c'est étrange, pour réussir cet exercice, il faut noter toute perception sans passer par l'intermédiaire de l'analyse intellectuelle. Il faut passer directement de la perception à la mémorisation, sans analyser au milieu. C'est seulement comme ça que nous pouvons être précis. Il faut réussir à ne plus analyser ce que l'on perçoit, devenir un animal soi-même, ne plus réfléchir, laisser intactes ses perceptions. Il paraît que c'est une question d'entraînement, comme d'apprendre une langue étrangère. Cette femme possède un cheval et me dit avoir obtenu de son animal l'information qu'il était malade. On ressent des choses, mais on ne parvient pas toujours à trouver les mots pour expliquer, parce que les mots sont réducteurs, réduisent l'information qu'on capte par tous nos sens. Et j'ai senti qu'il y avait un appel à creuser, à aller chercher plus loin. Donc j'ai fait 2-3 vétérinaires. Je ne leur ai pas dit que mon cheval m'avait dit qu'il avait une anémie, mais je dis que voilà, que j'avais senti qu'il y avait des choses à aller voir. Et effectivement, il était en contact avec la maladie de Lyme et avec la babébiose, qui est une autre maladie que les chevaux du sud d'Europe ont souvent. Nous allons demander à Paloma comment elle se sent ici, si elle est contente d'être ici. Laissez-vous guider par vos émotions, notez comment elle se sent ici. La première chose à faire, c'est de noter vos premières impressions. Qu'est-ce que vous obtenez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la regardez? J'ai l'impression que son bébé lui a été enlevé, oui. C'est bien. Et vous avez senti de la tristesse, comme si elle pleurait. Si vous avez perçu de la tristesse, c'est juste. Vous avez tous perçu ça, et quelques-uns ont senti que c'était à cause d'une séparation. Vous allez entendre l'histoire de Paloma. Voyez ce que vous avez capté. Elle a eu un bébé cette année, et elle est arrivée ici avec lui. Mais ce poulain appartenait à un éleveur. Et cette semaine, l'éleveur est venu reprendre son poulain. Et donc le sevrage a été rapide et difficile pour les deux. Ok, hier, ils sont venus chercher son poulain et sont repartis avec. Qui a ressenti ça? Vous avez tous ressenti de la tristesse et certains ont compris que c'était à cause de leur séparation. Quelle étrange enquête. Je découvre que nous sommes dans un monde vivant, intelligent, peuplé d'animaux qui savent ce que nous pensons, qui savent ce que nous allons faire, qui réagissent en conséquence et qui parfois pressentent avec justesse ce qui va se produire. Un monde dans lequel nous pourrions aussi apprendre à les entendre. Nous en serions tous capables, alors pourquoi ne pas essayer ? Choses qui sont très surprenantes. Je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. J'aimais une énergie particulière. Plus on en connaît, moins on en connaît.